Je viens ce soir prendre l'argent, 23 000 euros. Ne bouge pas. Ma sœur a envoyé un court message, comme si c'était acquis. J'ai froncé les sourcils et j'ai répondu, quel argent? Elle a répondu par une seule ligne, tu sais exactement quel argent. Cette nuit-là, quand ma sœur a ouvert la porte, la personne qui attendait n'était pas moi. Et quand elle a vu ce qui était placé sur la table, son visage s'est immédiatement décomposé. Mon téléphone a vibré tard un soir alors que j'étais assise sur le canapé, essayant de me détendre après une longue journée seule dans la maison silencieuse. Je m'appelle Sylvie Durand, une enseignante à la retraite de 69 ans vivant dans un quartier ancien de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes. Et le message de ma sœur est apparu exactement comme ceci, ce soir, je viens prendre l'argent. 23 000 euros. Ne bouge pas. J'ai fixé les mots lumineux sur l'écran tandis que ce nœud familier se formait à nouveau dans mon estomac, car des exigences comme celle-ci étaient devenues routinières depuis bien trop d'années. Sans réfléchir, j'ai retapé, quel argent? Quelques secondes plus tard, sa réponse est arrivée, tu sais exactement quel argent. Cette réponse froide m'a blessé plus profondément qu'avant, portant le poids de chaque promesse qu'elle n'avait jamais tenue, et de chaque fois où j'avais fermé les yeux juste pour maintenir la paix dans la famille. Pendant des années, je lui avais donné de l'argent chaque fois qu'elle me faisait pression, me disant que la famille finirait par s'arranger. Mais les petites faveurs se sont rapidement transformées en montants de plus en plus importants, tandis que les promesses ne faisaient que se multiplier sans jamais se réaliser. Mes économies se sont lentement épuisées jusqu'à ce que ce message arrive, dur, dominateur, et ne me laissant aucun droit de refuser. Ce fut le moment où j'ai finalement arrêté. Je n'ai plus argumenté. Au lieu de cela, j'ai terminé tranquillement les préparatifs que j'avais mis en place depuis des semaines parce que je savais que les mots seuls ne mettraient jamais fin à ce cycle. Cette nuit-là, il n'y a pas eu de coup à la porte. Ma sœur s'est simplement laissée entrer en utilisant le double des clés qu'elle avait gardées pendant des années, confiante que je lui remettrais l'argent liquide comme toujours. Mais ce qui l'attendait lui a fait perdre toutes ses couleurs en quelques secondes alors que la réalité la frappait et qu'elle réalisait que son contrôle sur la situation était complètement disparu, la laissant figée sous le choc. Si des histoires de membres de votre famille dépassant les limites avec l'argent vous ont déjà touché, partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour plus d'histoires de familles réelles qui vous tiendront en haleine jusqu'à la toute fin. 3 ans plus tôt, l'héritage avait semblé être un arrangement simple. Mes parents étaient décédés dans un accident de voiture soudain qui m'avait laissé engourdi pendant des mois alors que je triais tous les documents et les arrangements, le plus souvent seul. La police d'assurance vie avait versé un bon montant, réparti équitablement entre moi et ma sœur aînée Caroline conformément au testament qu'ils avaient mis à jour juste un an avant que tout n'arrive. Caroline est intervenue rapidement concernant l'aspect financier, suggérant que nous ouvrions un compte joint pour garder l'argent ensemble afin que rien ne se complique plus tard. Elle m'a convaincu que la signature d'une procuration complète ferait gagner du temps si l'une de nous avait besoin d'y accéder sans attendre de signature à chaque fois. J'ai signé sans trop réfléchir, lui faisant entièrement confiance pendant cette période brute où prendre des décisions était épuisant en soi. Avec ma part, j'ai acheté une petite maison dans un quartier ancien de Lyon, où les prix restaient raisonnables pour quelqu'un vivant d'une pension d'enseignant. Après des années en classe, la pension couvrait assez bien les besoins quotidiens, laissant de la place pour des choses simples qui redonnaient un sentiment de stabilité à la vie. Mon chien Gaspard est devenu mon compagnon le plus proche, remplissant les soirées calmes de sa présence tranquille chaque fois que la perte me frappait le plus durement sans prévenir. Caroline a commencé à retirer de petits montants du compte joint peu de temps après, citant des dépenses soudaines ou des problèmes à court terme nécessitant une aide rapide pour s'en sortir. J'ai rarement repoussé ses premières demandes, les considérant comme un soutien normal entre frères et sœurs qui venaient de traverser le même deuil ensemble. Chaque fois que Caroline demandait des transferts supplémentaires, j'envoyais l'argent, croyant que chacun d'eux était temporaire et qu'elle réglerait les choses une fois que sa situation se serait améliorée pour de bon. Gaspard percevait ma tension lors de longs appels téléphoniques, restant près de moi avec sa tête sur mes genoux, offrant un réconfort qui ne demandait rien en retour. J'ai passé plus de soirées à la maison, trouvant la routine plus facile que d'expliquer ma situation à des personnes extérieures au cercle familial. Le solde du compte baissait régulièrement, bien que j'évite de vérifier trop souvent, me disant que la confrontation ne ferait qu'aggraver notre lien fragile après avoir perdu nos parents si brusquement. Caroline restait en contact régulièrement, présentant chaque demande comme la finale avant que sa chance ne tourne de façon permanente. Gaspard est devenu la seule constante qui ne compliquait jamais les choses, ne répondant qu'à ma voix et à nos promenades quotidiennes autour du pâté de maison.
Je me concentrais sur le maintien de jours prévisibles, choisissant de croire que les retraits restaient raisonnables pour une aide familiale au fil du temps. Le schéma s'est installé tranquillement au cours de ces premières années, construisant une base dont aucune de nous n'admettait pleinement qu'elle était devenue complètement unilatérale dans la pratique. Gaspard est resté mon ancre à travers chaque changement, sentant quand j'avais le plus besoin de compagnie sans jamais ajouter sa propre pression. Je sentais parfois la pension s'étirer davantage, mais j'en attribuais la faute à la hausse des coûts au lieu des transferts en cours que je continuais d'approuver sans protester. Les messages de Caroline arrivaient plus souvent, mais portaient le même ton de besoin temporaire que je trouvais impossible de refuser complètement. Gaspard me saluait fidèlement chaque soir, offrant une loyauté simple qui contrastait fortement avec tout le reste changeant lentement autour de moi. J'ai réduit mon monde autour de la maison et de la cour, où nos promenades offraient la seule pause fiable face à l'inquiétude financière croissante s'infiltrant progressivement. Le conjoint continuait de servir son objectif initial dans mon esprit, gardant les choses simples entre nous, même si le solde racontait une histoire différente en dessous. Un matin de printemps l'année dernière, une enveloppe bancaire de routine est arrivée, changeant tout ce que je pensais savoir sur nos finances partagées sans aucun avertissement. Je l'ai ouverte lentement, m'attendant au relevé annuel habituel qui confirmait que le dépôt de ma pension restait suffisamment stable pour couvrir confortablement les factures pendant une autre saison à venir. Au lieu de cela, les chiffres ont immédiatement sauté aux yeux, montrant le solde du compte joint beaucoup plus bas que mes propres calculs mentaux basés sur les contributions, moins les petits montants que Caroline mentionnait occasionnellement avoir besoin pour les nécessités de base au fil du temps. Cet écart m'a d'abord frappé comme de la confusion, puis comme une vague silencieuse de malaise parce que je me flattais de garder une trace, même si c'était de manière lâche, pour éviter un stress inutile pendant des jours de retraite se fondant si parfaitement avant cela. Je me suis connecté au portail bancaire en ligne pour la première fois depuis longtemps, affichant l'historique complet des transactions qui remontaient des mois en arrière, révélant des schémas que je n'avais jamais pris la peine d'examiner de près jusqu'à ce que ce moment arrive inopinément. De gros transferts apparaissaient à plusieurs reprises sans note ni explication correspondant à quoi que ce soit que je me souvenais avoir autorisé moi-même lors de vérifications de routine avec l'application. En de rares occasions, chaque entrée portait le nom de Caroline lié à des retraits qui s'additionnaient rapidement, épuisant la part de l'héritage plus vite que prévu, tandis que ma pension restait intacte dans son emplacement séparé, prétendument intouché par les affaires de famille. Gaspard était allongé à proximité, me regardant faire défiler avec sa tête légèrement inclinée, comme s'il sentait le changement dans ma respiration devenant plus superficielle à chaque page chargée sur l'écran. J'ai commencé à prendre des captures d'écran de ces transactions suspectes, les enregistrant méthodiquement dans un dossier dédié sur mon bureau, étiquetant chaque fichier par date et montant pour construire un enregistrement clair sans alerter personne prématurément par des questions au téléphone. Ces images capturaient des faits froids qui me regardaient fixement, confirmant que les retraits avaient eu lieu pendant les moments où Caroline appelait au sujet d'urgences mineures qui se résolvaient d'elles-mêmes selon ses mises à jour peu de temps après chaque fois sans preuve de suivi jointe. Le dossier s'est alourdi émotionnellement, portant la preuve d'une confiance s'érodant silencieusement pendant que j'étais assise seule, traitant des implications qui s'étendaient au-delà de l'argent, dans le territoire de la trahison. J'hésitais à le nommer clairement pour l'instant. Curieuse des protections, j'ai cherché en ligne des détails sur la procuration du compte joint, apprenant rapidement, elle permettait des retraits sans deuxième signature selon les règles en Auvergne-Rhône-Alpes, rendant tout légal sur papier si signé volontairement des années auparavant pendant un brouillard de chagrin. Cette connaissance s'est installée inconfortablement, confirmant que Caroline opérait dans les limites que j'avais librement accordées à l'époque, mais qu'elle exploitait régulièrement depuis, sans la transparence que je méritais en tant que copropriétaire depuis le début. Gaspard m'a doucement poussé la jambe, me tirant de mes pensées en spirale, me rappelant que les routines quotidiennes persistaient indépendamment des découvertes se déroulant couche par couche, juste là dans le salon, la quiétude nous enveloppant tous les deux. Plutôt que d'affronter Caroline immédiatement, risquant un déni explosif ou des accusations rejetant le blâme sur moi pour avoir douté des liens familiaux, j'ai choisi de surveiller tranquillement, de recueillir plus de données avant que toute étape irréversible ne perturbe le fragile statu quo, maintenant notre relation ensemble lâchement. Cette décision a apporté un calme étrange, permettant un espace pour observer les prochaines demandes, arrivant de manière prévisible tout en construisant méthodiquement le dossier en coulisses sans mouvements irréfléchis, déraillant les progrès prudents pas à pas hésitants. Quelques semaines plus tard, un avis à la bibliothèque locale a attiré mon attention alors que je promenais Gaspard devant le babillard sur notre itinéraire habituel à travers le quartier. Le dépliant annonçait un atelier communautaire gratuit sur la gestion des finances à la retraite qui se tenait juste là dans la salle de réunion le samedi après-midi suivant. Quelque chose dans le titre m'a suffisamment attiré pour que je note la date,
décidant que cela pourrait offrir des conseils généraux qui valaient la peine d'être entendus, même si ma situation me semblait plus compliquée que la planification de retraite moyenne généralement couverte. Je suis arrivé tôt ce jour-là, prenant place vers l'arrière avec un carnet prêt, bien que peu sûr de ce à quoi m'attendre exactement de la session organisée par les services locaux pour les personnes âgées. Le conseiller financier M. André Lefebvre a commencé la présentation rapidement, expliquant les défis courants auxquels les retraités sont confrontés lorsqu'ils gèrent leur argent de manière indépendante après des années de chèques de paie réguliers s'arrêtant soudainement. Il a énuméré les signes avant-coureurs d'exploitation financière ciblant les personnes âgées à travers le pays, y compris les retraits non autorisés des comptes joints ou la pression des membres de la famille pour des prêts répétés sans plan de remboursement en place. Au fur et à mesure qu'il décrivait des exemples, ceux-ci correspondaient trop étroitement au schéma que j'avais documenté en privé, faisant s'accélérer mon pouls de manière perceptible tandis que je serrais plus fort le stylo dans ma main, essayant de rester posé parmi des étrangers partageant la pièce. Monsieur André Lefebvre s'est arrêté pour des questions à mi-chemin, disant calmement « Ces situations arrivent plus souvent que les gens ne l'admettent, mais les reconnaître tôt change tout pour le mieux. » Ces mots ont atterri directement, confirmant les soupçons que je portais seul jusqu'à cet instant dans l'espace calme de la bibliothèque. J'ai attendu que la foule se disperse ensuite, l'approchant avec hésitation avec des relevés bancaires imprimés pliés dans mon sac qui pesait plus lourd émotionnellement que physiquement. « Pourriez-vous regarder cela rapidement ?» ai-je demandé, montrant les transactions surlignées, espérant une opinion honnête sans jugement attaché. Monsieur André Lefebvre a examiné les pages attentivement, hochant la tête lentement avant de répondre. Cela ressemble à une exploitation financière classique des personnes âgées en vertu de la loi en Auvergne-Rhône-Alpes où la procuration est mal utilisée au fil du temps. Il a expliqué les protections disponibles par le biais des agences d'État, recommandant un contact immédiat avec les services de protection des adultes pour obtenir des conseils sur les étapes suivantes sans délai. Ce conseil simple a déplacé quelque chose en moi, remplaçant une vague inquiétude par une voix plus claire, bien que la peur des conséquences persistait fortement. En rentrant à la maison avec Gaspard assis à côté de moi, j'ai rejoué la conversation à plusieurs reprises, pesant les risques de signaler contre le maintien du silence qui permettait au retrait de persister sans contrôle depuis des années déjà. Les nuits se sont écoulées avec des pensées agitées tournant autour des mêmes questions sur la loyauté versus l'autopréservation que la retraite ne m'avait jamais préparé à affronter directement comme cela auparavant. Gaspard est resté proche pendant ces soirées, offrant sa présence simple pendant que je débattais intérieurement devant mon café à la table de la cuisine, fixant à nouveau le même relevé étalé. La décision s'est formée progressivement, construisant la résolution de chercher de l'aide officielle plutôt que de tout gérer en privé plus longtemps, risquant de nouvelles pertes plus tard. Au début de l'automne, les exigences de Caroline étaient devenues plus fréquentes, passant de requêtes occasionnelles à quelque chose que je ne pouvais plus ignorer sans ressentir la tension chaque jour. Elle a commencé à demander des montants plus importants, expliquant au téléphone que les pertes dues aux paris sportifs en ligne s'étaient rapidement accumulées, la laissant désespérée d'obtenir de l'argent immédiat pour couvrir les dettes pressantes de toutes parts. « J'ai besoin de 4 600 € cette fois, Sylvie. C'est urgent ou ils vont continuer à m'appeler sans arrêt ?» a-t-elle dit un après-midi, la voix tendue par une frustration qui me tordait l'estomac en réponse. Ces appels arrivaient maintenant chaque semaine, portant toujours la même urgence, promettant que cela réglerait enfin tout une fois que le prochain match tournerait en sa faveur. J'ai essayé de refuser pour la première fois lors d'une conversation en soirée, rassemblant le courage des conseils encore frais dans mon esprit après des semaines de réflexion attentive. « Caroline, je ne peux plus envoyer autant. Le compte devient trop bas, ai-je répondu, gardant mon ton stable malgré les battements dans ma poitrine, attendant sa réaction. Elle a répliqué immédiatement avec une série de messages me blâmant d'abandonner ma famille quand elle avait le plus besoin de soutien, ajoutant « Si tu n'aides pas, je n'aurai d'autre choix que d'arrêter de te parler complètement. » Ces mots m'ont piqué vivement, menaçant le dernier fil nous reliant en tant que sœurs, tout en me poussant plus loin vers une action que j'avais trop longtemps retardée. Suivant les instructions des documents fournis plus tôt par Monsieur André Lefebvre, j'ai installé une simple application d'enregistrement d'appels sur mon téléphone, la configurant tranquillement pour capturer les futures conversations sans annonce, puisque la loi de l'État l'autorisait pour la protection personnelle. Les quelques appels suivants ont produit exactement ce dont j'avais besoin, avec Caroline admettant ouvertement « Oui, j'ai pris un peu du compte joint, mais tu ne t'en es jamais soucié auparavant. » Alors, qu'est-ce qui a changé maintenant ? Sa reconnaissance désinvolte enregistrée clairement a levé tout doute restant quant à son intention, me laissant regarder fixement les fichiers audio enregistrés en toute sécurité sur mon appareil. Gaspard était assis à proximité pendant ces soirées, sentant la tension dans l'air, restant proche,
tandis que je rejouais des segments confirmant que les détails correspondaient aux relevés bancaires que j'avais collectés des mois plus tôt. Avec les preuves s'accumulant régulièrement, j'ai rempli le rapport officiel en ligne pour les services de protection des adultes via le portail de l'État en Auvergne-Rhône-Alpes, joignant des captures d'écran et des clips audio comme documents justificatifs demandés dans les champs du formulaire. La soumission a semblé définitive, franchissant une ligne sur laquelle j'avais hésité si longtemps, mais apportant un soulagement inattendu, sachant que des professionnels examineraient tout objectivement sans liens émotionnels obscurcissant le jugement. Les jours ont passé tranquillement par la suite jusqu'à ce que mon téléphone sonne avec un numéro local inconnu qui s'est avéré être l'inspectrice Sophie Mercier appelant directement de l'agence traitant les cas d'exploitation des personnes âgées dans la région. Ici l'inspectrice Sophie Mercier des services de protection des adultes. J'ai reçu votre rapport et je voudrais discuter des prochaines étapes si vous êtes disponible. Elle s'est présentée calmement, offrant un réconfort dès le début que ces situations arrivent plus souvent que les gens ne le réalisent. Elle m'a guidé patiemment sur la collecte de preuves légales supplémentaires, insistant sur la sécurité tout au long du processus tout en confirmant que l'abus de procuration constituait clairement une exploitation en vertu des statuts de l'État. Cette conversation a déplacé le poids que je portais seul, le distribuant à quelqu'un formé pour gérer exactement ce type d'abus financier familial. L'inspectrice Sophie Mercier a exposé un plan simple axé sur la documentation et la protection sans précipiter des décisions qui pourraient inutilement intensifier les risques. L'hiver est arrivé tranquillement, rendant les soirées plus longues pendant que j'attendais que les prochaines étapes se déroulent. Après avoir remis tout ce que j'avais rassemblé si soigneusement, l'inspectrice Sophie Mercier a appelé un après-midi, exposant un plan simple pour mettre fin clairement à la situation sans laisser de place à de nouveaux retraits ou excuses à l'avenir. Nous pouvons organiser une rencontre contrôlée où vous offrez une grosse somme d'argent liquide comme aide finale, attirant Caroline chez vous à une date précise, a-t-elle expliqué calmement, m'assurant que l'ensemble du processus restait dans les limites légales pour les cas d'exploitation des personnes âgées en Auvergne-Rhône-Alpes. Cette proposition m'a d'abord surprise, suscitant des sentiments mitigés quant à l'idée d'affronter le problème de front après avoir évité les conflits directs pendant des années pour préserver tout lien familial restant intact. J'y ai réfléchi lors de promenades tranquilles avec Gaspard, pesant le soulagement de la résolution contre l'inconfort d'orchestrer quelque chose qui ressemblait à une trahison, même si les faits indiquaient clairement le contraire maintenant. L'inspectrice Sophie Mercier a insisté sur la sécurité tout au long, répétant « Les agents géreront tout sur place pendant que vous restez à l'écart si vous préférez garder complètement vos distances pendant la rencontre elle-même. » Son ton professionnel a aidé à apaiser les doutes persistants, me poussant à accepter, car continuer comme avant ne garantissait que plus de pertes sans aucun changement réel en vue. J'ai accepté le plan, répondant « Oui, faisons-le. Je veux que ce soit terminé correctement une fois pour toutes. » Sentant un étrange mélange de résolution et de nervosité s'installer immédiatement après, des techniciens sont arrivés discrètement un matin, installant de petites caméras cachées et des dispositifs audio dans le salon, positionnés soigneusement pour tout capturer sans altérer le placement des meubles ni attirer l'attention depuis les fenêtres extérieures. L'inspectrice Sophie Mercier a supervisé l'installation, expliquant chaque pièce tranquillement, afin que je comprenne comment les enregistrements serviraient de preuves indéniables si nécessaire plus tard dans les procédures judiciaires. Gaspard regardait curieusement depuis son lit tandis que des fils disparaissaient derrière des étagères, laissant la maison paraître exactement la même pour quiconque franchissait la porte d'entrée, ignorant les changements apportés ce jour-là. J'ai pratiqué la rédaction de messages sur plusieurs soirées, visant un ton naturel qui évitait de soulever des soupçons tout en mentionnant une supposée grosse somme d'argent liquide prête à être récupérée bientôt. L'inspectrice Sophie Mercier a examiné des échantillons au téléphone, suggérant des ajustements mineurs pour maintenir une formulation cohérente avec les conversations passées que Caroline attendait de moi sans question. Envoyer le texte final a semblé surréaliste, regardant la marque « Livré » apparaître, sachant que cela mettait en mouvement des événements qui ne pouvaient plus facilement faire marche arrière. J'ai pris des dispositions pour rester avec une vieille amie juste cette nuit-là, emballant un petit sac pour Gaspard aussi, veillant à ce que nous restions tous les deux loin de la maison lorsque l'heure convenue approchait. Caroline a répondu rapidement, confirmant ses plans par un court message, « J'arriverai à 19h pile car j'en ai un besoin urgent ce soir. » Cette réponse a confirmé qu'elle avait complètement mordu à l'hameçon, s'attendant à la conformité habituelle sans se rendre compte du piège qui l'attendait à la place. L'inspectrice Sophie Mercier a appelé une dernière fois, passant en revue les derniers détails, me rappelant calmement que tout se déroulait conformément au protocole avec des agents prêts bien avant que l'heure d'arrivée ne soit dépassée. Gaspard a senti mon agitation ce soir-là, restant très proche, pendant que je revérifiais le sac de nuit une dernière fois avant de quitter la maison vide et éclairée comme cela avait été demandé pour que le plan fonctionne sans problème.
ce soir de décembre s'est déroulé exactement comme prévu, avec chaque détail se mettant en place après des semaines de préparation minutieuse qui avaient maintenu mes nerfs à vif jusqu'au dernier moment. Caroline a conduit à travers les rues familières du vieux quartier de Lyon, arrivant juste à l'heure sans se douter de rien de différent des nombreuses visites qu'elle avait faites au fil des ans. S'attendant à la conformité comme d'habitude, elle s'est garée devant ma maison, coupant le moteur avant de remonter le court chemin, ne portant que son sac à main, confiante que le double des clés fonctionnait toujours parfaitement pour une entrée rapide sans frapper d'abord. La porte s'est ouverte tranquillement sous sa main, laissant l'air froid s'engouffrer tandis que les lumières du salon se déversaient sur le porche, l'accueillant à l'intérieur, comme toujours avant que cette nuit ne change tout de façon permanente. Caroline a franchi le seuil, fermant la porte derrière elle, m'appelant par mon nom avec désinvolture alors qu'elle se dirigeait vers le salon où des voix répondaient habituellement sans délai. Au lieu de cela, elle s'est arrêtée net, trouvant l'inspectrice Sophie Mercier debout calmement près de la table à manger, flanquée de 2 officiers en uniforme qui restaient silencieux, observant attentivement sa réaction dès le début. L'épais dossier imprimé était ouvert sur la table, affichant des pages de transactions bancaires surlignées en jaune, marquant chaque retrait non autorisé s'étendant sur plusieurs années sans exception. Le visage de Caroline a perdu ses couleurs instantanément, ses yeux s'écarquillant alors qu'elle traitait la scène, réalisant immédiatement que cette visite déviait complètement du schéma sur lequel elle comptait depuis si longtemps sans contestation. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» a demandé Caroline, la voix montant légèrement tout en jetant un coup d'œil entre les officiers, cherchant une explication qui avait du sens dans son esprit à 7 secondes figées. L'inspectrice Sophie Mercier a répondu calmement, s'avançant avec son identification visible. « Nous avons des preuves d'exploitation financière impliquant le compte joint et nous devons en discuter maintenant. » Caroline a reculé instinctivement, secouant la tête, répétant « C'est juste un emprunt entre sœurs. Je vais tout rembourser bientôt. Vous devez comprendre, la famille s'entraide. » Ces mots sont sortis précipitamment, portant un désespoir qui résonnait creux contre les faits documentés étalés clairement pour examen sans place pour le déni désormais. L'inspectrice Sophie Mercier a récité calmement les droits Miranda, s'assurant que chaque mot était clairement enregistré avant d'ajouter « Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous au tribunal. » Caroline a interrompu brièvement, plaidant « C'est une erreur. Sylvie ne me ferait pas ça. Nous sommes tout ce qu'il nous reste après nos parents. » Les officiers ont avancé professionnellement, plaçant les menottes, tandis que l'inspectrice Sophie Mercier confirmait que l'arrestation procédait sur la base d'une cause probable établie par les enregistrements et les déclarations recueillies plus tôt. Les protestations de Caroline se sont estompées dans un silence stupéfait alors qu'il la guidait vers la porte, laissant la maison plus silencieuse qu'elle ne l'avait été depuis des années. Malgré l'activité des instants précédents, j'ai regardé toute la séquence se dérouler via le flux de la caméra en direct sur un moniteur au poste de police local où l'inspectrice Sophie Mercier avait suggéré que je reste pour ma sécurité et pour une visualisation directe sans risque. Chaque mouvement est apparu net sur l'écran, de Caroline entrant avec confiance à son expression changeant radicalement en voyant l'équipe qui l'attendait, prête avec des preuves indéniables en noir et blanc. Gaspard se reposait à côté de ma chaise, sentant la tension s'apaiser progressivement à mesure que les événements se terminaient sans violence ni complications, exactement selon le protocole décrit des semaines auparavant. Le flux a capturé le dernier regard de Caroline autour de la pièce, me cherchant une dernière fois avant de sortir, confirmant que le chapitre était fermement clos, ne laissant aucune ambiguïté derrière. Le printemps est revenu l'année suivante, apportant un autre genre de calme qui s'est installé sur mes jours sans le courant sous-jacent constant d'inquiétude que j'avais porté si longtemps avant que tout ne change. L'enquête s'est étendue sur plusieurs mois avec les détectives examinant chaque transaction et conversation enregistrée, construisant un dossier solide qui laissait peu de place au litige une fois présenté intégralement au tribunal. Caroline a finalement admis lors de l'interrogatoire que sa dépendance aux paris sportifs en ligne était devenue incontrôlable, consommant non seulement sa part de l'héritage, mais atteignant la mienne à plusieurs reprises sans intention réelle de rembourser de sitôt. Cette confession a enlevé la dernière couche de déni à laquelle je m'accrochais concernant ses motivations, confirmant que l'exploitation s'était produite délibérément au fil du temps plutôt que par de simples malentendus entre sœurs. Le tribunal de Lyon a déclaré Caroline coupable d'exploitation financière aggravée des personnes âgées, reconnaissant la nature grave de l'abus de procuration contre un membre de la famille pendant les années de retraite dépendant de la stabilité d'un revenu fixe. Le juge a imposé une peine comprenant 30 mois de prison avec sursis combiné à 5 ans de probation, exigeant des enregistrements réguliers et des conseils pour la dépendance au jeu comme conditions obligatoires. La restitution intégrale est devenue une partie de l'ordonnance,
ce qui signifie que chaque euro retiré du compte joint devait m'être rendu par le biais de paiements structurés surveillés de près par le service de probation. Caroline a reçu des amendes supplémentaires couvrant les frais de justice, soulignant la responsabilité au-delà du simple retour des fonds pris de manière inappropriée sur la période prolongée. Une ordonnance de non-contact permanente émise lors de la condamnation m'a protégé complètement, interdisant à Caroline toute forme de communication ou de proximité, garantissant que la séparation restait légale et exécutoire indéfiniment. Ce document a apporté une clôture finale, me permettant de respirer plus facilement, sachant que les limites restaient fermes sans dépendre uniquement de ma résolution personnelle contre une éventuelle pression future. J'ai annulé immédiatement tous les anciens documents de procuration, me rendant à la banque en personne pour ouvrir de nouveaux comptes sous mon nom seulement, avec des mesures de sécurité mises à jour pour une tranquillité d'esprit accrue. Rejoindre un groupe de soutien local pour les survivants d'exploitation financière est devenu régulier, offrant un espace pour partager des expériences avec d'autres qui comprenaient les émotions complexes liées à la trahison familiale sans jugement. Gaspard continuait de saluer chaque matin avec la même énergie fidèle, me rappelant que les routines simples persistaient, offrant du réconfort grâce à des schémas familiers qui reconstruisaient progressivement la confiance dans la vie quotidienne. Les promenades dans le quartier semblaient plus légères sans avoir à scruter les voitures inconnues ou les visites inattendues, perturbant le calme que j'avais travaillé dur à restaurer étape par étape. Les finances se sont stabilisées une fois que les paiements de restitution ont commencé à arriver régulièrement, complétant ma pension suffisamment pour couvrir de petits conforts que je m'étais refusés pendant des années de sacrifices silencieux. Les réunions de groupe ont aidé à traiter la culpabilité persistante concernant le signalement de ma famille, la transformant en acceptation que la protection de la sécurité personnelle n'équivalait jamais à l'abandon de l'histoire partagée entièrement. Avec le recul, la leçon la plus difficile s'est avérée être que les liens familiaux n'accordent à personne un accès illimité à l'épargne d'une autre personne, peu importe à quel point la relation semblait autrefois proche dans des temps meilleurs. Reconnaître l'exploitation tôt grâce à des signes avant-coureurs et demander de l'aide professionnelle prévient la perte totale tout en préservant la dignité dans les années de retraite gagnées grâce à des décennies de travail. Dire non aux demandes répétées et impliquer les autorités si nécessaire sauve plus que de l'argent, préservant le respect de soi et la stabilité future contre des schémas qui s'intensifient sans intervention. La confiance se reconstruit lentement mais complètement une fois que les limites sont fermement établies grâce à une protection légale et à une résolution personnelle.